Alors je crois qu'on a un petit jingle avant de commencer. Oui, il n'y a pas de jingle. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, et sans jingle, nous allons commencer de ce pas. Il faut dire que la nuit vient de tomber et que c'est vraiment le moment où on peut entrer dans le noir de la fiction, dans sa zone d'ombre. Et c'est vrai que ce soir, on va essayer d'explorer plus qu'un genre, je dirais plutôt comment la littérature s'intéresse à ce qui, dans notre société, pose problème, les injustices, toutes les questions sociales qui sont des questions qui traversent la littérature de tout temps, mais qui ont, d'une certaine manière, pris leur quartier dans une dimension qui s'est échappée du roman policier et qu'on appelle la littérature noire. Donc je crois que nous sommes ici entourés de trois écrivains dont l'œuvre ne peut pas être totalement limitée à un genre, ne peut pas être enfermée dans cette dimension. Et donc c'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble ce soir. Et j'ai vraiment une grande chance d'être entouré de trois auteurs pour lesquels j'ai une estime absolue et pour certains d'entre eux que je rencontre pour la première fois. Donc je suis très content de rencontrer Alan Parks et de rencontrer Hervé Lecor en chair et en os. Alors, pour vous, avant de commencer cette conversation, je vais vous présenter mes complices de la soirée. Abigail McComish, qui sera la voix française de Alan Parks, et Guillaume Audin, qui sera la voix française de Colson Whitehead. Alors, commençons par vous, mon cher Alan Parks. Alan Parks, vous êtes né dans les environs de Glasgow, vous avez fait des études de philosophie et travaillé dans la production musicale avant de choisir l'écriture comme mode d'expression et comme nouvelle vie. Alors on vous doit, je pense que parmi le public ce soir, certains auront des souvenirs qui remonteront à ce nom, mais vous avez notamment travaillé avec Lloyd Cole and the Commotions. Voilà, comme producteur. Et donc, depuis 2017, vous vous consacrez presque exclusivement à l'écriture et on vous doit une série de 5 livres, j'ai le dernier en main, qui mettent en scène un inspecteur de la police de Glasgow qui s'appelle Harry McCoy, à une période très précise, puisque nous sommes au début des années 70, on commence en 1973, on est arrivé au mois de mai en 1974, dans une ville de Glasgow qui a été laminée par la crise économique, qui est aux prises à une désorganisation, une presque faillite, et qui est disputée entre des gangs et une partie de la police qui est éminemment corrompue. Ces 5 livres se nomment Janvier noir, L'enfant de février, Bobby Mars Forever, Les morts d'avril, et ce dernier, Joli mois de mai. Ils sont tous les 5 parus aux éditions Rivage et traduits par Olivier de Paris. À mes côtés, Hervé Lecor. Hervé Lecor, vous êtes né dans la région bordelaise, vous avez fait vos études, vous avez été longtemps professeur de lettres à Bègle, et une passion assez installée pour le roman policier vous a conduit à vous y essayer. Vous avez publié quelques romans à la série noire avant de vraiment installer vos quartiers aux éditions Rivage dans la collection de François Guérif, avec un premier livre publié en 2004, L'homme aux lèvres de saphir, qui est un roman noir aux résonances historiques, puis Les cœurs déchiquetés en 2009, qui a obtenu le Grand Prix de littérature policière. Ensuite, Après la guerre, prix Landernau et Michel Lebrun ont suivi Prendre des loups pour des chiens dans L'ombre du brasier, qui d'une certaine façon fait suite à L'homme aux lèvres de saphir, pour en arriver à ce livre extrêmement marquant qui s'appelle Qui après nous vivrait, titre énigmatique dont on dira 2 mots parce qu'il a aussi peut-être une résonance qui nous amènera à repenser aussi cet univers de la littérature dite noire, roman qui commence à quelques années d'ici pour nous emmener jusqu'à 2100 où le monde s'est presque totalement consumé, mais où résiste encore une espérance, celle d'une humanité qui tente de survivre dans son monde chaotique. Et enfin, Colson Whitehead, que je ne vous présente plus,
Donc Colson, vous êtes né à New York, votre œuvre traverse ces 25 dernières années un peu comme un météore, depuis L'intuitionniste, hein, que vous avez publié chez Gallimard. On suivit ensuite, toujours chez Gallimard, Sagarbor et un livre, d'ailleurs qui pourrait trouver sa résonance avec celui d'Hervé Lecor, qui s'appelle Zone 1, qui est un roman post-apocalyptique où une poche d'humanité tente de reprendre la ville de New York à des hordes de zombies. Et puis, le succès est arrivé de façon éblouissante avec un roman qui s'appelle Underground Railroad, publié chez Albin Michel, qui a reçu la même année le prix Pulitzer et le National Book Award. Vous êtes publié, donc ce roman a été publié chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique, traduit par Charles Recourcé, et a suivi un livre comme une sorte de deuxième uppercut qui s'appelle Nickel Boys, qui a reçu un deuxième prix Pulitzer, ce qui vous singularise parmi la population des auteurs américains comme l'un de ceux qui a été le plus primé. Et nous parlerons de ce soir d'un roman qui fait suite à un premier volet, Harlem Shuffle, donc suivi ces jours-ci, il est sorti d'ailleurs il y a 2 jours, La règle du crime, 2 livres traduits par Charles Recourcé, publiés chez Albin Michel, et qui ambitionnent de raconter au travers du destin de quelques personnages, notamment un homme qui s'appelle Ray Carney et qui vend des meubles dans Harlem et qui sera un peu notre point de repère pour mesurer les transformations de ce quartier de Harlem qui, d'une certaine manière, a été volé à ses habitants originels. Voilà. Donc, vous voyez, une grande variété de points de vue qui me semble être le signe que ce domaine du noir, eh bien, il est peut-être un petit peu plus large que celui qu'on admettrait au départ. Et j'ai envie de dire, ce soir, nous n'allons peut-être pas parler d'un genre au sein de la littérature, mais plutôt d'un prisme par lequel on regarde la société, on essaye de l'analyser, on essaye de la disséquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée du prisme plutôt que du genre? Alan Parks, peut-être. Probably. I think genre, you know, what do I think? I don't actually know, I'm being honest. The genre is it tends to be quite repetitive. The structure of it and everything, it's sort of, that's the genre. Whereas I think the books now have slightly moved and are a bit less formulaic sometimes, and that gives you an opportunity to examine slightly different questions. You know, noir I still think of as being, you know, Humphrey Bogart and, you know, Black Shadows and, you know, the Maltese Falcon. So I think it's still being called noir. It's fine, but I think it's a much broader spectrum now than maybe it was in the 40s or 50s, which probably is more like a lens than that, really. If that makes any sense at all. Alors oui, je dirais probablement, mais en fait je ne sais pas vraiment. Le genre, donc c'est un genre assez répétitif de nature, mais aujourd'hui les livres de ce genre-là ont beaucoup évolué, ils sont beaucoup moins formatés, et c'est l'opportunité également d'analyser d'autres questions un peu plus nouvelles, parce que pour moi c'est vrai que le noir évoque Bogart, Maltese Falcons, etc. Et aujourd'hui c'est un peu plus large que ce l'était dans les années 40, 50, et donc oui, je dirais que c'est plutôt un prisme. Mais pourtant, est-ce que vous avez le sentiment de vous inscrire dans une certaine tradition ce qu'on appelle le Scottish noir ici? Peut-être ce terme existe-t-il aussi en Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez le sentiment de perpétuer un art spécifique du noir, attaché peut-être à 2 villes, hein, on pense beaucoup à Aberdeen dans le cas de Ian Rankin, à Glasgow bien évidemment avec McIlvanney et les Ledlow. Est-ce que vous vous sentez pris dans cette tradition-là? Yeah, I think I am, whether I like it or not. You know, it's Scottish detective novels or Scottish detective novels. And, you know, the books I write, I mean, I'm terrible. I'm a big fan of all the cliches of, you know, detective writing, so I try and put as many of them in as possible, you know. So he's got an alcohol problem, he doesn't like his boss, he's got a sidekick. You know, it's all those very traditional things are in all the books, but and in that I try and shift it a little bit. But I think
what I quite like is the kind of scaffold of the noir book. So you can kind of, you have to do some things. You have to have a crime. It has to some extent be solved. Blah, blah. And on that scaffold, you can kind of build other things. But you have to keep the narrative drive the same as it is, you know, in all sort of traditional noir novels. You know, there has to be a case. He has to discover something. You know, and I quite like that backbone to then lift off from, I think. Oui, que je le veuille ou non, je pense que je fais partie de cette tradition-là. Un roman policier écossais reste un roman policier écossais. Et moi, j'aime beaucoup les clichés, c'est vrai, des inspecteurs alcooliques, n'aiment pas leur boss, ils ont un acolyte. Et tout ça est dans mon livre également, dans mes livres. Mais j'essaye quand même d'y apporter quelques changements. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce cadrage, cette base. Donc, il faut qu'il y ait voilà, un crime, il faut qu'il y ait une affaire. Bien sûr, il faut garder cette narration en route, mais j'aime bien voilà, qu'il y ait l'affaire, des découvertes. Je pense que c'est une très bonne base sur laquelle ensuite je construis mon œuvre. Chez vous, Colson, on sent aussi peut-être un hommage rendu à une certaine littérature qui a célébré la ville et le quartier de Harlem. On pense, en vous lisant, à Chester Himes, mais on pense aussi à un autre auteur qui est peut-être plus rarement cité comme une influence et un romancier qui a permis au noir en fait, de devenir un genre un peu différent. On pense à Donald Westlake, les marques d'humour, l'ironie constante, l'autodérision qui habitent vos livres. Là, je pense évidemment spécifiquement à Harlem Shuffle et à La règle du crime qui fait suite. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet héritage ? Sure, some of that, definitely. I mean, I think on the question of genre, I think there's only two genres, really. Stuff you like and stuff you don't like. That works for me. Oui, alors sur la question du genre, pour moi, il y a deux genres en littérature. Il y a ce qu'on aime et il y a ce qu'on n'aime pas. And I've written two crime novels, a zombie apocalypse novel, a tender coming-of-age novel. So I think of these different storytelling modes as just simple tools for telling stories, and you pick the right tool for the job, and that's a certain kind of genre. It's a voice, a first-person voice, a third-person voice. All these different things I sort out before I start writing to figure out what's the best tool. Oui, moi j'ai d'ailleurs exploré d'autres genres. Hein. J'ai écrit deux romans de détective, j'ai écrit un roman d'apocalypse avec des zombies. Bon, en fait, à chaque fois, il faut choisir le bon moyen et le bon outil pour raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. Il faut choisir le bon outil, il faut choisir la voix, ça peut être la première personne, la troisième personne, il faut choisir le genre, et c'est comme ça qu'on arrive à ses fins. Definitely, Donald Westlake is in the DNA of the Harlem trilogy. His stories about Parker under the pseudonym of Richard Stark. Patricia Highsmith. Chester Himes is in there. He's sort of maybe like 15 on the list. The top 10 spots are heist movies. For me, that's the real initial inspiration for these stories. It is classic heist movies like Asphalt Jungle, Rififi, the 60s movies of Jean-Pierre Melville, and also sweaty 1970s low-budget action movies, American, like The Outfit, Charlie Varick, and The Taking of Pelham 1, 2, 3. Oui, alors il y a des influences littéraires naturellement dans Westlake, vous avez mentionné, mais aussi Patricia Highsmith. Tout ça, effectivement, ça nourrit ma trilogie de Harlem. Ils font partie des auteurs que j'aime beaucoup, mais il y a aussi des films, et notamment des films classiques. Il y a les films des années 60, les films de Jean-Pierre Melville, ou les films des années 70, pas cher, petit budget, The Outfit par exemple. And 20 years ago, I guess you weren't supposed to say that you were inspired by a movie, but frankly, I'm inspired by movies, and that's okay. Et il y a 20 ans, on n'aurait pas pu dire en fait qu'on était influencé par des films, mais moi je le reconnais sans embarras aucun. Hervé, est-ce que vous reconnaissez, vous, dans ce prisme, ou alors est-ce que vous sentez bien dans le genre ? Non, je me sens très très bien. Non, dans un genre dont en plus j'ai un peu pratiqué le cliché, comme disait Alan Parks, le cliché du policier
fatigué, au bout de son rouleau, qui n'en peut plus, qui a l'air Divorcé. de porter, oui, par exemple, qui a l'air de porter un deuil euh, difficilement identifiable ou pas d'ailleurs. Bon, et ça m'a intéressé parce que j'aime beaucoup ce genre d'image, ce genre de contraintes. Et là encore, tout en étant conscient que je fais dans le cliché, l'idée c'est après par rapport à ce que vous présentiez tout à l'heure, c'est pas une question de code, c'est aussi, je pense, c'est une question d'écriture. C'est une question aussi de préoccupation. C'est-à-dire comment on traduit sur le papier des préoccupations à l'égard du monde tel qu'on le déplore, violent, injuste, inégal, etc. Et donc, du coup, les codes du roman noir sont là pour ça et sont faciles à. C'est un peu comme des chaussures un peu qui sont là disponibles et qu'on n'a plus qu'à enfiler pour progresser dans le genre. Après, on n'est pas obligé non plus de s'en tenir à ça. Quand je parle de préoccupation et d'écriture, on peut aussi, à partir du moment où, pour ce qui me concerne, explorer la violence, explorer ce que ça fait aux personnages. Plus que c'est pas ce que font les personnages qui m'intéressent le plus, mais c'est ce que ça leur fait d'être confrontés à certaines situations difficiles, violentes, voire invivables. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et dans ce cas-là, les codes du roman noir peuvent être aussi dépassés pour essayer d'écrire autre chose que du roman étiqueté noir. Par exemple, j'ai lu 2 des romans de Colson Whitehead et je trouve que lesquels c'était Nickel Boys et puis Underground Railway, c'est pas exactement des romans noirs et pourtant ils ont pas les codes et pourtant ils sont exactement dans la cible de préoccupation qu'en tant que lecteur j'ai envie de voir illustré par un roman, par une écriture. Et c'est ça qui m'intéresse, et comme lecteur et comme auteur, de plus en plus à essayer de me glisser hors du carcan du genre et des codes pour continuer malgré tout par d'autres voies finalement de parler toujours de la même chose, quoi, enfin toujours de mes obsessions. Alors ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. On va évidemment discuter de cette question du noir ou de la littérature, mais nous sommes accompagnés ce soir par les ateliers JLMB, qui sont des ateliers de jeunes comédiens, et sous la houlette de Pyrène Saint-Pic et de Juliette Desliens, qui sont 2 metteuses en scène, Juliette Van Herp, Basile Cattel, Emma Del Jesus, vont nous lire des textes issus des œuvres de nos 3 invités. Et je vais les inviter sur scène et on va entendre, par leur voix, un passage du livre d'Alan Parks, Joli mois de mai. Signaler sa disparition. Ça veut peut-être dire qu'elle vit toute seule. C'était une prostituée. Elle est peut-être allée dans une voiture avec un client. Il l'aura ramassée quelque part en ville et il sera venu là pour être tranquille. McCoy le dévisagea, secoua la tête. Quoi? Fit Watty. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pars du principe que c'était une prostituée foutue. Tu ne réfléchis plus correctement. Tu commences à te dire qu'elle a été tuée par un client et c'est la fin des haricots. Tu fermes ton esprit. Watty eut l'air penaud. Pas un client, pas un client, pas un client. Un petit ami. Il jeta un regard circulaire. Rien d'autre que des tombes jusqu'en haut de la colline. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? J'ai montré sa photo aux filles du Grill et de Blisswood pour voir s'il y en avait qui la reconnaissaient.
grommela McCoy. Ça n'a rien donné. Mais il y en a quelques-unes qui ont fait une remarque intéressante. Elles ont dit qu'elle était trop jeune et trop bien habillée pour faire le trottoir. McCoy était à présent agacé. Elles t'ont dit ça. Et toi, tu continues de croire qu'elle a été tuée par un client. Plus maintenant, pardon. Quoi d'autre? Allez, vas-y, déballe tout. J'ai même interrogé cette cinglée avec son fourgon qui va à Blisswood la nuit. Celle qui distribue des tasses de thé et des tracts religieux. Moira? L'évangéliste? La vache, elle s'est dit toujours. Oui. Et elle a dit la même chose. La fille n'avait pas l'air d'un tapin. Trop à la mode, selon elle. Comprenez ce que vous voulez. Donc, deux sources différentes te disent qu'il est peu probable que ce soit une prostituée, et toi, tu... Arrêtez, Harry, non, c'est pas ce que je pensais. Non, mais tu ne réfléchis pas. Voilà. Une fille sexuellement active assassinée, forcément, c'est une pute. Ça, c'est le genre de conneries que j'ai dû supporter il y a 10 ans. Et basta. Elle avait vraiment rien sur elle qui permette de l'identifier? Watty secoua la tête. Maintenant, je pensais donner sa photo aux journaux, voir s'ils veulent bien la publier. Ok. Faisons copier et imprimer la plus jolie photo d'elle. Ils repartirent vers la voiture sous une pluie battante. McCoy s'efforçait de ne pas penser à une gamine de 15 ans à cet endroit, la nuit. Elle avait dû être terrifiée avant même qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. À peine commencée, la vie s'était arrêtée pour elle. Au moins, cette fille avait une chance que son affaire soit résolue. Elle était jeune et belle. Les journaux, les gens s'intéresseraient à elle. Une mystérieuse jeune femme retrouvée morte. Si elle avait eu 10 ans de plus et avait été usée par une vie sur le trottoir, il n'aurait même pas pris la peine de donner sa photo aux journaux. L'affaire aurait simplement dégringolé vers le bas de la pile jusqu'à ce que plus personne ne s'en occupe. 2 mouettes descendirent, se posèrent sur le mur du cimetière. McCoy écarta ses cheveux mouillés de ses yeux et sortit de sa poche les clés de la voiture. Il repensa à la zone d'herbe aplatie et à ce qui s'y était passé, à la peur que la jeune fille avait dû ressentir dans l'obscurité. Il décida que, quoi qu'il arrive, il trouverait l'enfoiré qui l'avait laissé là. Alors peut-être que l'une des grandes différences du roman noir avec le roman policier, c'est que dans le roman noir, on n'est pas obligé d'y mettre des flics. Mais des flics comme chez vous, Alan Parks, un flic comme Harry McCoy qui a peur du sang et qui a des problèmes d'estomac, son suppléant Watty, qui est un personnage qui a une sorte de Sancho Panza, et un chef Murray colérique comme pas permis, ça serait quand même dommage de s'en priver, n'est-ce pas? No. You know, I only really found out why detectives have sidekicks, because the sidekick's there to ask the questions that the audience wants to, or the reader wants to ask. And and I always sort of thought, why do they always have another guy? Why is it not just one person? But the guy, his sidekick's a bit dimmer and is not quite experienced, so he asks the questions that the reader's asking. So it's not just a constant interior monologue of, McCoy, because that way is a bit dull. So, and then, the relationship or the relationship people, I try and write people that have a job rather than policemen, so like any other job, they joke about things, they annoy each other, they insult each other, and I think that idea of the character before the job is kind of important, because without that, you tend to get a little bit, to some extent it's hard-boiled or whatever, it's very kind of black and white what people are like, and I don't think people are like that, and people in the police are the same as everyone else, so it's good to try and keep them human, and constantly sort of arguing about what they should be doing, really. But yeah, it's the police,
that's kind of, you know, crime novels, you have to base it around police because or else you'd have to reinvent it every single time. It's a different, you know, crime person, you know, or someone. So it doesn't really work without a sort of steady police presence in it, I don't think. Over to you. J'ai découvert tout récemment pourquoi les inspecteurs avaient des acolytes. Et en fait, c'est pour qu'ils posent les questions que se posent les lecteurs. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un deuxième mec. Et en fait, c'est pour ça. Ils sont souvent un petit peu moins intelligents, hein, ils ont un peu moins d'expérience. Et en fait, c'est pour éviter qu'il y ait un monologue. Parce que si c'était juste un monologue de McCoy, ce serait un petit peu ennuyant. En termes donc, des relations dans le livre, moi je préfère parler beaucoup du métier en lui-même. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont des professions comme tout le monde, qui se font des blagues, qui s'énervent entre eux, qui s'insultent. Et c'est vrai que j'aime bien parler du personnage, mais au-delà aussi de la profession, donc au-dessus du rôle d'inspecteur. Parce que sinon, c'est un peu tout près, c'est un peu manichéen. Et c'est vrai que les gens, ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas noirs, pas blancs, et c'est vrai qu'ils sont des humains comme tout le monde, et qui se disputent, qui ne sont pas d'accord. Et c'est vrai qu'avec le polar, il faut qu'il y ait ce côté police, parce que sinon il faudrait tout réinventer à chaque fois, donc il faut qu'il y ait en fait ce trame constant de policiers, sinon en fait ça ne ferait pas sens. Alors chez vous, Colson, les policiers sont un peu tenus à l'écart des affaires d'escroquerie qui émaillent ces deux romans, Harlem Shuffle et La règle du crime. Les policiers, on les aperçoit, mais de loin. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de les mettre un petit peu à distance des affaires auxquelles Ray Carney est confronté? It never occurred to me to have more police scenes. It really is concentrating on Ray Carney and his sort of criminal confederates. When I was starting to think about the book and trying to find out some literary models, I started reading some more detective fiction. It had been a couple years. And after a couple of detective books, I was like, actually, I want to write about criminals. I want to write about some sociopaths, stuff like that. And so I started concentrating on aberrant personalities like Parker in the Richard Stark books. Oui, non, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'avoir plus de scènes avec des policiers. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Ray Carney et puis tous les délinquants qui gravitent autour de lui. Il y a quelques années, en fait, je me suis mis à lire un peu de fiction de détective comme ça, noir, pour me chercher des modèles. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'écrire sur ces délinquants, sur ces sociopathes et en faire des caractères un peu repoussants. Des personnages un peu repoussants. When we see a cop in action, he's just shaking down various criminals for his weekly bribe money, and that's his real police work. Quand on voit un flic en action, en fait, il est en train de soutirer de l'argent en fait aux délinquants. C'est comme ça qu'il se fait de l'argent et en fait, c'est ça son boulot. Alors chez vous, si on prend que votre dernier livre, Hervé Lecor, là il n'y a plus de police du tout, hein, c'est terminé, 2040, blackout, le monde plonge définitivement dans le chaos. En 2100, on ne peut même plus espérer qu'il y ait un jour ou l'autre un policier, ni même municipal. Est-ce que ce sont des personnages qui vous intéressent? J'ai quand même remarqué que les policiers, à part peut-être dans L'ombre du brasier, où il y a un personnage de policier qui enquête sur des crimes sordides à un moment absolument apocalyptique de l'histoire de la commune, puisqu'on est en pleine semaine sanglante, la dernière semaine où les dernières barricades vont tomber et où les Versaillais vont massacrer à tour de bras des centaines et des centaines de citoyens parisiens. Vous en êtes où, vous, de vos personnages de policiers? Ouh là là, c'est compliqué ça. Enfin, si je vais me contenter de parler de mes personnages et non pas des policiers en général. Ça sera plus sage. Non, pour ce qui est des personnages que je fabrique, qui sont souvent des officiers de police judiciaire, donc qui appartiennent plutôt à la catégorie, on va dire, supérieure de la corporation, j'essaie de les fabriquer comme étant comme disait Alan Parks, des êtres humains. Ils font un boulot,
et un boulot qui les passionne, mais qui peut aussi les excéder, les épuiser, les conduire à toutes ces extrémités-là. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'Alan Parks disait que les policiers posent des questions, ils sont là pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est que dans les romans noirs, les miens peut-être, en tout cas ceux que j'aime lire, les policiers posent des questions, on leur répond, mais ce n'est pas les réponses qu'apporte le roman, qui lui continue de questionner en permanence le monde. C'est-à-dire qu'un roman noir ne donne pas de réponse. Il y a des réponses anecdotiques à l'enquête qui va être menée, à des choses comme ça, mais le roman noir, il a tendance lui à poser éternellement la même question de la violence, du mal, de l'injustice, des inégalités, ce genre de choses, quoi. Après, voilà où j'en suis avec mes policiers. Quant aux policiers de la commune que j'avais inventé, enfin je ne l'ai pas inventé, ça existait. Il y a eu des policiers de la commune, je ne sais plus, ils appelaient ça des délégués à la sûreté, puisqu'il fallait quand même maintenir un minimum d'ordre de sécurité dans les rues pendant la Commune de Paris. Je l'ai inventé sans savoir que ça avait existé. C'est-à-dire que je me dis, bah, tant pis, je vais inventer ça. J'avais lu 3 lignes dans un livre d'histoire. Et j'ai brodé autour de ça. Et c'est quelques mois plus tard qu'on m'a confirmé que oui, effectivement, j'ai même quelqu'un qui, à Ivry, à la médiathèque, m'a apporté les procès-verbaux des interrogatoires de son aïeul, qui avait été délégué à la sûreté et qui était inculpé après la commune, puisqu'étant communard, était inculpé comment on va dire ça, de violation de propriété, de détournement de fonds, etc. Enfin, on le chargeait parce qu'il avait fait il avait effectué des perquisitions pour poursuivre les espions de Versailles, etc. Donc après, c'est après coup que j'ai vérifié que je ne m'étais pas trop trompé. Mais j'en suis là de mes policiers. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas ce que j'écrirai dans les années à venir, mais j'ai l'impression que je vais en utiliser de moins en moins. Ça m'intéresse moins de cette notion flicarde de la littérature noire, et je vais m'intéresser davantage plutôt à ceux qui sont en face ou ceux qui sont à côté. C'est ça qui m'intéresse de plus en plus. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quitter un petit peu les codes traditionnels avec les policiers comme fait Alan Parks. J'adore les bouquins d'Alan Parks parce que il a des flics d'une telle humanité, d'une telle densité que, bon, on a envie on se fiche, enfin à la limite, on se fiche éperdument qu'ils arrivent au bout de leur enquête, mais on a envie de voir jusqu'où ils vont aller dans leur vie, quoi, dans leur destin. C'est ça qui est le plus intéressant finalement. Alors, est-ce qu'on va continuer sur cette question? Parce que est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a beaucoup associé le roman policier et le roman noir à une forme de masculinité? Souvent, on a le sentiment, et peut-être ça n'est certainement plus aussi vrai aujourd'hui, que ces romans étaient destinés à un public très masculin, même s'il y a des grands noms, des grandes plumes féminines du roman policier historique, et qui aujourd'hui on a une proposition bien plus vaste, mais on a quand même quelque chose qui reste de ça. Or, vous, dans votre roman, le dernier, qui n'est pas un roman policier, qui est un roman noir, mais d'une essence particulière, vos personnages sont des personnages féminins. En gros, on pourrait le dire, 3 générations de femmes, entre 2040 et 2120, vont vous servir de guide dans ce monde dévasté. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, aujourd'hui, là-dessus, sur ce côté, peut-être, qui a alourdi le genre ou la discipline en le faisant peser un peu trop du côté masculin? Alors là, le truc, c'est que du coup, avec mon histoire d'effondrement de la civilisation, je me suis débarrassé de tout ce qui m'embêtait, à savoir la police, l'État. Bon. Mais c'est pas forcément, il ne faut pas le prendre en bonne part, parce que mine de rien, l'État et le bien commun et le service public, ça aide aussi au vivre ensemble. Donc voilà, je dis ça un peu pour plaisanter. Non, là, on n'est plus du tout dans le roman policier. On est dans la noirceur. Je parlais tout à l'heure de mes obsessions, de mes préoccupations. J'ai simplement trouvé dans ce bouquin une autre manière de
de les illustrer, ou de les dire, ou de, voilà. Donc, dans tous les cas, même dans mes romans noirs, comment on va dire ça, genrés, je fais toujours attention à ce que, au moins les policiers dont on parlait à l'instant, soient pas justement des crétins masculinistes. Bon, ne serait-ce que quand j'écris un bouquin, c'est à peu près 2 ans, et je me vois mal passer 2 ans avec un imbécile, fut-il utile à mon intrigue, avec un crétin dont les relations avec les femmes, par exemple, vont être idiotes, brutales, voire carrément violentes. Donc ça, je pourrais pas. Donc, il y a des moments, je pars. C'est pour traverser la nuit. J'étais parti sur un personnage de flic beaucoup plus violent. Genre, je pensais beaucoup à Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, le film. J'étais parti là-dessus. Et au bout de 20 pages, j'ai dit, je peux pas le supporter. Vous étiez crevé, quoi. Je peux pas supporter, je peux pas fabriquer. En plus, j'arrivais pas à le fabriquer. J'arrivais pas à aller à concevoir, aller au bout de sa violence. Donc ici, là, ce sont des femmes, mais on parle plus de police. On parle de chaos, ce qui est tout à fait différent. Et oui, des femmes, parce que pour une raison toute bête, c'est que quand la catastrophe est là, ce sont les femmes qui en subissent le plus les conséquences et les sévices. Et quand la catastrophe a un peu passé, ce sont elles qui, me semble-t-il, et d'après ce que j'arrive à voir du monde qui nous entoure, se relèvent les premières. Et reconstruisent, tout simplement parce que la plupart du temps, les hommes sont plus là, ou ils sont à la guerre, ou ils sont morts à la guerre, ou ils se comportent comme des prédateurs en pratiquant le viol comme arme de guerre, ou des choses comme ça. Donc pour moi, instinctivement, ça ne pouvait être que des femmes qui tiennent debout, qui se relèvent et qui tiennent debout. Voilà. Et toute la question, après, c'était de savoir, de faire en sorte qu'elles s'en sortent pas trop mal. Voilà. Et justement d'adoucir autant que je pouvais les violences dont elles étaient victimes, en évitant de tomber dans la complaisance. Voilà. Alors dans toutes les définitions qu'on peut lire du roman noir, souvent il est associé à une forme de contestation. Est-ce que pour vous, Alan Parks, Colson Whitehead, Hervé Lecor, écrire du roman noir, c'est un petit peu s'emparer de ce qui est inflammable? Sorry, I'm a bit lost. What did you say? At the end there, what were you saying? De s'emparer de ce qui peut brûler un petit peu les mains, vous voyez, la contestation, la révolte. Est-ce que ce genre, pour vous, porte en lui ce qui anime en fait la colère, ce qui peut réveiller comme ça l'instinct de libération et l'envie de bousculer la société? Oh. No. I think, if you're looking to detective novels to find a solution to the world's problems, you're very much looking in the wrong place. It's I think the idea that it's kind of novels are now somewhat marginalized. The idea that suddenly people are going to read a detective novel and decide that as you were saying, the patriarchy must fall. I just don't think it's going to happen. It's not going to come from there. And novels are in themselves fairly traditional things. They don't. The normal novel has been the same thing for 200 odd years. We're not. Most novels are not really pushing the boundaries of possibilities. So, I think if you're genuinely looking for questions or intellectual discussions of problems, it's probably not in a detective novel. I'm afraid. Je pense que si vous cherchez les solutions des problèmes dans le monde, les polars, c'est pas là où se trouvent les solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, les romans, c'est un petit peu marginalisé. Je pense que c'est pas là où on trouve les réponses aux maux de la société. Le livre, en tant que tel, le roman traditionnel, n'a pas vraiment bougé en 200 ans.
et souvent ne poussent pas vraiment les limites du possible. Et donc si vous cherchez des débats d'ordre intellectuel, ce n'est pas dans les polars qu'il faut trouver les réponses. Alors je ne pensais pas tant au débat intellectuel, mais d'exprimer une certaine colère dans la société. Et c'est quand même ce qu'on trouve dans Harlem Shuffle, par exemple, où le livre sert aussi de cadre pour décrire des émeutes à Harlem qui viennent souligner les tensions sociales très vives qui s'expriment à ce moment-là. Est-ce que, quand même, le roman noir est un outil assez intéressant pour décrire ces moments-là où la société se tend et explose ? To describe, yes, but I think any genre can be a venue for that kind of diagnosis of societal ills. Ray Carney, in my book, is a divided character. He, on the one hand, by day he has a furniture store, and at night he sells stolen goods. And there are many different forces working upon him. Race, there's a police brutality protest that takes place over a week in the novel, but also class and capitalism, the corruption of various institutional structures, and the novel form is nimble enough to describe these different ills. It does not offer any kind of solution. Oui, pour décrire, oui, certainement, le polar, les romans noirs peuvent décrire, mais finalement comme à peu près n'importe quel genre. Mais effectivement, ça peut être un bon moyen de décrire les maux dont souffre la société. Mon personnage, Ray Carvey, en fait, est un peu partagé en deux. Hein. Il est un peu schizophrène. Le jour, il vend du mobilier, il vend des meubles, et la nuit, il vend des biens volés, il fait du recel. Et il y a plusieurs forces qui jouent contre lui. D'abord, il y a la question de la race. Ensuite, il y a la question de la classe sociale. Il y a la question du capitalisme. Il y a la question des violences policières et même d'une certaine forme de rejet de la part des institutions. Et oui, je pense qu'en effet, oui, le roman est assez souple pour décrire tout ça, mais probablement pas pour apporter de solution. Un peu ce qui s'exprime dans L'ombre du brasier, c'est-à-dire que là, vous mettez en scène une colère sociale et la volonté de refonder quelque chose qui a été très brève et qui a été écrasé dans le sang, mais vous faites vivre ça. Est-ce que c'est un écho de vos préoccupations profondes, c'est-à-dire de savoir est-ce qu'on va pouvoir se défaire de tout ce qui nous entrave? Non, ma préoccupation en écrivant ce bouquin, c'était de montrer des gens qui continuent de se battre alors que tout est perdu. Puisque le roman commence le jour de l'invasion des Versaillais, de l'armée versaillaise dans Paris. Donc ça y est, tout le monde sait, tous mes personnages en tout cas, mais dans la réalité, pour ce que j'ai pu documenter, c'était aussi le fait. Le cas, tout le monde savait que c'était foutu. Et je me suis appliqué à montrer des gens qui se battent malgré ça. Et du coup, en disant ça, je parlais aussi de la situation actuelle, où, malgré les échecs, les difficultés, les répressions, je n'ai pas où noircir la soirée et le monde tel qu'il va mal, il y a des gens de toutes sortes qui continuent de se battre pour aller, allons-y dans le cliché idéologique, pour un monde meilleur. Bon. Et ces gens sont admirables. Et dans ce roman, dans L'ombre du brasier, je voulais, par le biais de l'histoire, en mettant tout ça à distance pour pas la jouer trop militante, pour pas la jouer trop directe, je voulais rendre hommage à ça. C'est pour ça que je parle souvent ce sont des mélancoliques, ces gens-là. Ils connaissent la défaite et ils continuent de croire en une victoire possible, peut-être pas possible, mais souhaitable. Et ça, cet écart-là entre le possible et le souhaitable, c'est peut-être là que la mélancolie révolutionnaire que j'aime bien invoquer peut se situer. Et dans ce bouquin, c'est ce que j'ai essayé de montrer au travers de ces personnages. Bon, on ne voulait pas noircir la soirée, mais hélas.
On va lire un petit passage de votre livre avec la complicité des ateliers JLMB. Donc, un passage de Qui après nous vivrait, signé Hervé Lecor aux éditions Rivage. Alice tisonne le feu, assise sur un tabouret. On entend bouillonner une soupe dans la marmite suspendue à la crémaillère. On entend se tourner les pages d'un livre. Alice compte, le regard dans les flammes. 58, 59, 60. Elle se rend compte plus tard, après, que son esprit s'est perdu dans de vaines pensées, qu'elle en est à 97. Elle se retourne vers Rebecca, qui a posé son livre, et s'étire dans son fauteuil, puis se lève. « Tu crois que c'est prêt ?» Alice fait oui, d'un hochement de tête. Elle pose son tisonnier, puis se met debout et va regarder par la fenêtre. C'est le soir, le soleil bat joue dans le vert tendre des arbres. Alice aime grimper aux arbres. Elle dit qu'elle parle aux oiseaux. On est en mai, le 17, d'après ce vieux téléphone que sa mère emporte partout avec elle, vestige de l'ancien temps, qu'elle recharge en toute occasion au soleil. 17 mai 2060. Rebecca y regarde longuement des photos ou des vidéos qu'elle explique et commente à Alice. Et Alice ne comprend pas toujours ce qu'elle voit, malgré ce que lui dit Rebecca. Des passants dans les rues, des terrasses de café pleines de monde, des gens qui rient et boivent et font des grimaces pour la photo. Qu'est-ce qu'ils font là? Rien. Ils se détendent, ils s'amusent. C'était des amis. Des amis? Rebecca regarde quelques secondes supplémentaires sur l'image. Elle sourit, puis soupire, et fait glisser son doigt sur l'écran. Et c'est une plage. Clarté, vive couleur, panoramique trébuchant. Ce bruit de l'océan. Des gens allongés, nus, d'autres qui courent vers la mer. Et eux? Pourquoi ils sont couchés? Ils dorment? Ils se reposent, ils prennent le soleil. Il doit faire chaud. Ils vont se brûler. Tu dis tout le temps que ça brûle. Oui, mais regarde. Rebecca zoome sur les vagues. On y voit une femme et un homme sauter dans l'écume. Alice se serre contre sa mère. Ça fait peur. Ça bouge. C'est l'océan. L'océan? Alice approche ses yeux du remuement de la houle et en scrute le ressac, comme si elle cherchait à comprendre un mécanisme complexe. Rebecca explique l'océan à Alice, l'immensité, la vie, la force et la beauté, les tempêtes, les vagues plus hautes que la maison. Alice ne comprend pas. Elle répète que ça lui fait peur. Rebecca lui montre un matin à marée basse la plage à perte de vue, la mer d'huile, le froissement de la houle, les oiseaux dans le ciel pâle. Un jour on ira, et tu verras. Elle ne lui dit rien du désastre, des océans moribonds en dépit des alertes depuis plus d'un demi-siècle. Elle ne lui dit rien du fanatisme suicidaire des puissants, des possédants. Elle ne lui dit rien, parce qu'il est trop tard, et qu'elle en a déjà trop vu et qu'elle en sait trop. Elle ne lui dit rien, parce qu'elle en sait beaucoup trop. À 8 ans, elle a traversé des misères insondables, des nuits de terreur sans fin, des flammes, des rivières glacées, des ponts effondrés, des charniers. À 8 ans, elle a parlé à des enfants morts comme elle parle aux oiseaux, dans sa langue bizarre, leur disant tout bas des prières peut-être, des suppliques. Et Rebecca a dû l'arracher de ses agenouillements auprès des corps recroquevillés dans des fossés, ou renversés sur un talus, indifférente à la pestilence qui montait des cadavres. Alice a fait ces choses, a vu tout cela, à 8 ans. Alors, ça vaut bien la peine de lui dire à quel point un océan est beau jusque dans ses innocentes fureurs.
et d'essayer de lui faire comprendre que le flux et le reflux des vagues sont un mouvement perpétuel, le rythme battant de l'éternité. Alors s'il y a bien un lieu auquel on associe le roman noir, c'est la ville. Et Alan Parks, en exergue de Janvier noir, votre premier roman, vous citez le livre 4 de la République de Platon. Toute cité, si petite soit-elle, est en réalité divisée en deux, celle des riches et celle des pauvres, chacune en guerre avec l'autre. Est-ce que c'est un résumé qui vous paraît transportable partout ou est-ce que c'est vraiment propre à Glasgow en 1973 ? I think it's pretty much anywhere, to be honest. You know, cities are divided places. People inhabit the same city and never see each other or never know anything about people. You know, and Glasgow's quite a small example of that. You know, the extremes aren't quite as huge as they are other places, but you know, it's not very interesting to write about poverty, but it's a huge thing still in Glasgow and Scotland. You know, even the rate at which men die is 10 years younger in Glasgow still, you know, because of poverty. So, you know, it tends to be, and when those two worlds interact, tends to be sometimes with crime or sex or some sort of bizarre, you know, some sort of slightly odd transaction, you know. So, but the two remain always separate, and mostly poor people have no hope of moving beyond where they are, you know, and the rich are quite happy, you know, to be where they are. So the cities are always divided, you know. I don't think that's just a Glaswegian thing. I think that's just a Western city thing, you know. It kind of has to be. It's, you know, there's always been the workers and there's always been the owners, you know. So I think that's not something that's particularly changed since 1975 or whatever. Je pense que cela s'applique à toutes les grandes villes, toutes les villes. Il y a ces divisions-là. Des personnes peuvent vivre dans la même ville sans jamais se connaître, sans jamais se rencontrer. Et Glasgow, réellement, c'est une petite ville. C'est bien plus extrême dans des plus grandes villes. Mais ce n'est pas forcément toujours très intéressant que d'écrire sur la pauvreté. Mais c'est un réel problème à Glasgow, mais aussi en Écosse. L'espérance de vie à Glasgow est de 10 ans de moins à Glasgow que dans le reste du pays. Et c'est à cause de la pauvreté. Et quand ces deux mondes se rencontrent, souvent c'est lié à la criminalité, soit au sexe, c'est des transactions toujours un petit peu douteuses. Et ces mondes restent séparés fondamentalement. Et les pauvres n'ont jamais d'espoir de transitionner vers le monde des riches, et les riches sont très contents là où ils sont. Donc il y aura toujours ces divisions, et ce n'est pas que Glasgow finalement, c'est typique des grandes villes occidentales. Il y a toujours les travailleurs et les propriétaires, et cela n'a pas réellement beaucoup changé depuis 1975. Et d'ailleurs, à Harlem, finalement, quelqu'un comme Ray compose avec cette division entre riches et pauvres. Il essaye de trouver une place au milieu qu'il espère faire tendre un peu plus vers les riches que vers les pauvres. Mais c'est vraiment très visible dans votre livre. Il y a une sorte de conscience de ce qui s'exprime dans une forme de lutte des classes qui est très intégrée, qui n'est pas intellectualisée, mais qui est utilisé par Ray comme en tout cas un outil pour essayer de sortir de la case à laquelle il a été assigné. Est-ce que Harlem est un lieu où vraiment on sent cette division entre les riches et les pauvres? I think no more than anywhere else. I think that is, as Alan is saying, that's sort of a dominant paradigm. So Ray grew up poor. His father was a criminal, and his idea of the American dream is having a legit business, having a happy family, having a nice house. And part of the story is him trying to achieve that while having this
criminal psychology that's always on his shoulder saying, let's do some crimes. Oui, Harlem, pas plus qu'un autre endroit. Finalement, ce paradigme de la pauvreté peut s'observer un peu partout, mais Ray montre bien ça. Finalement, enfant, il grandit dans la pauvreté, et puis après, il essaye d'aspirer au rêve américain, c'est-à-dire avoir une maison, avoir une famille, que ça marche bien. Mais le problème, c'est qu'il a toujours cette espèce de conscience de délinquant en lui qui le pousse à aller commettre des crimes un peu tout le temps. And the first book is in 3 sections, and I try to pull back in each section so we can get a better overlook of the different power structures. And so in the first section, we meet street-level criminals, then we pull back and meet the black bourgeoisie, the bankers and the lawyers who control Harlem and are corrupt. Then we pull back again in the last section and meet the real power brokers, the white Wall Street people who control not just Harlem, but the entire city. Et le livre est divisé en 3 parties, et dans chacune des 3 parties, j'essaie d'explorer des niveaux différents de ces structures du pouvoir. Donc dans la première partie, en fait, on est avec les petits délinquants dans la rue. Dans la deuxième partie, on est plutôt du côté de la bourgeoisie noire qui est derrière, qui est corrompue, il y a des avocats véreux, etc. Et puis dans la troisième partie, on est du côté des gens qui détiennent réellement le pouvoir, et en fait, ce sont les gens qui sont blancs, qui travaillent à Wall Street, et c'est eux qui contrôlent tout. And there are the workers and the owners, as Alan was saying. And I think the more dominant paradigm is the hustlers and those who are being hustled. And usually, if you're being hustled, you're also looking for someone else that you can hustle in turn. Et je reprendrai bien la dichotomie tout à l'heure d'Alan. Il y a ceux qui travaillent et puis il y a les possédants. Et donc le paradigme en fait devient celui entre ceux qui se font embêter et puis ceux qui embêtent les autres, et ceux qui se font embêter cherchent des gens à embêter à leur tour, etc. Alors dans Qui après nous vivrait, la ville apparaît au début, elle s'effondre, et puis elle réapparaît à la fin, nous ne dirons pas comment. Peut-être faut-il explorer d'autres livres que vous avez écrits. On a parlé de la Commune de Paris. Après la guerre, c'est aussi un retour à la ville. C'est une façon d'explorer une ville que vous connaissez bien, Bordeaux, qui là, pour le coup, est clairement nommée et qui possède là aussi ses zones d'ombre. Est-ce que Bordeaux est, selon vous, un personnage de vos romans? Non, c'est un décor. J'arrive pas à... Je suis toujours très, très dubitatif quand j'entends dire qu'une ville peut être un personnage. Je vois pas très bien. En revanche, un décor qu'on peut faire évoluer, et surtout dans lequel les personnages vont se retrouver ou se perdre, ça m'intéresse. Personnage, non. Après, c'est Bordeaux parce que c'est ce que je connais le moins mal. Je serai Marseillais, ça se passera à Marseille, je m'en fous complètement. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, j'ai décidé désormais dans mes romans de ne plus jamais citer Bordeaux. C'est-à-dire que je ne nomme plus de lieu. Dans Qui après nous vivrait, il n'y a aucun lieu qui soit cité à aucun moment, même si on peut identifier. Bon, c'est une ville où il y a un fleuve qui passe. Bon, à Bordeaux, il y a un fleuve. Je crois qu'il y en a certaines. C'est intéressant. Un certain nombre. Mais il y a des gens qui ont été persuadés que je parlais de Paris. Alors c'est vrai qu'il y a un fleuve aussi à Paris. Bon, donc on choisit ce qu'on veut en fait, on s'en fout. Mais non, j'ai pas envie du tout de localiser. Ce qui m'intéresse plus, c'est d'être dans l'illusion réaliste, quoi, d'essayer de rendre tout ça crédible. Mais dans Après la guerre, Bordeaux, c'est le Bordeaux des années 50. C'est un Bordeaux où mes parents se sont connus et mariés. Ce sont les années où je suis né. Et c'était une ville effectivement très, très scindée socialement, avec un centre-ville bourgeois, et puis des périphéries, un peu comme partout, c'est pas très original, hein, puis des périphéries ouvrières qui votaient communistes. La ville était cernée par les rouges, c'était affreux. Et c'est cette ville-là que j'ai connue, qui s'est prolongée jusque dans la fin des années 70, jusqu'à ce que la crise effondre complètement toute l'activité industrielle. Mais c'était cette ville que j'ai voulu ranimer, quoi. Et en plus, bon, avec des situations radicalisées par
par la guerre d'Algérie et les préoccupations que ça suscitait. Et après, bon, c'est tout autre chose, le retour d'un rescapé des camps qui vient là pour se venger. Mais la ville, c'était ça. Et en plus, historiquement, c'est une ville qui ne s'est pas très bien... Enfin, il y en a pas beaucoup, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient bien comportés pendant l'occupation, mais Bordeaux singulièrement. Hein, on a collaboré dans une très très grande harmonie. Voilà. Donc, If I could add something about the city as a character, like it's always bugged me when people say the city is almost a character in a story, like in James Joyce's Ulysses, like Dublin is almost a character. It's like, wow, you're really pushing the frontiers of criticism. Like, are you sure you want to go on a limb and say that? And then halfway through Harlem Shuffle, I was writing it, I was like, damn, the city's almost a character, and I had to embrace it. Oui, moi aussi, ça m'embête un peu quand les gens disent oui, mais une ville, ça peut être quasiment un personnage. Par exemple, quand on dit dans Ulysse de James Joyce, Dublin, c'est presque un personnage. Bon, ça m'agace un peu. Mais je dois reconnaître que quand j'étais en train d'écrire Harlem Shuffle, en fait, je me suis presque laissé avoir avec ça. En fait, je me suis rendu compte que la ville était en train de devenir un personnage et j'ai bien dû composer avec. Alors, pour ce qui est de composer avec un personnage, après 5 romans passés avec Harry McCoy, qu'est-ce qu'il vous a appris? Est-ce qu'il vous échappe un peu, Harry McCoy, ou est-ce que vous gardez le contrôle? I don't know, really. I'm terrible at these things because, to be honest, I never really think about the books that much. You know, I don't sort of sit at home and go, that's my character. Yeah, I don't really analyse them that much. I think you get used to them a bit more, you know. But, you know, 5 books of someone, you have to move them. You know, they can't be the same. Things have to happen to them and they have to change or, you know, they just become a cipher, you know. So sometimes I sort of deliberately stick the boot in and give him an ulcer for no reason, you know, just to try and give him something else in his life, you know. So, and the funny thing is, I could tell you what almost everyone else in the books looks like, but I don't know what Harry looks like. I think maybe because it's sort of written through his eyes almost, I don't really know. You know, people say to me, oh, what colour of hair has he got? I've no idea, you know. So I think he's grown a bit and he's changed a little bit. But, you know, people do over 5 years, from 30 to 35, you know, people aren't the same. And, you know, he started off a bit more wild, you know, a bit more drug using and a bit more out and about, and now he's settled down a little bit, which is what always happens, you know, people slow down, and so hopefully he won't slow down completely, but, you know, you have to sort of reflect what the majority of what happens in people's lives at certain ages, you know, it kind of happens, you know, what, he's now got a wee baby, you know, so things go on, so some circumstances inform what the character is, you know, just by the sheer fact that it's 5 years later. So I'm not entirely sure that answered the question or made much sense, but it's, you know, I'm interested in him, which I think is the important thing. Otherwise, I couldn't be bothered, you know, it's not worth it. So, yeah, he's still an interesting person to write about, hopefully. Je ne sais pas, j'avoue, je suis vraiment nulle pour ce genre de choses. En fait, je ne réfléchis pas beaucoup à mes personnages, ni à mes livres. Je ne me pose pas chez moi à analyser mes livres, je suis vraiment navrée. Je pense que je me suis habituée, en fait, à Harry McCoy. Donc après 5 livres, forcément, il faut bien qu'il change un minimum, qu'il évolue, parce que c'est la vie, en fait, c'est un être humain. Là, par exemple, je lui ai donné un ulcère pour qu'il lui arrive quelque chose, voilà. Mais c'est drôle, les autres personnages, je sais à peu près à quoi ils ressemblent dans ma tête, mais Harry McCoy, non, en fait, je ne sais pas à quoi il ressemble, c'est peut-être parce que le livre est aussi écrit à travers ses yeux, mais on me demande de quelle couleur sont les cheveux d'Harry McCoy, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc forcément, il a évolué, sur 5 ans, c'est normal aussi. Au début, il était peut-être un peu plus sauvage, un petit peu plus dans la drogue, etc. Il est maintenant plus stable, mais c'est normal, et j'espère qu'il ne va pas complètement se stabiliser non plus.
Mais il faut bien que le personnage aussi reflète la vie de quelqu'un à cet âge-là. C'est normal, par exemple. Wattie, lui, a un petit bébé. En fait, parfois, c'est juste les circonstances de la vie qui font aussi évoluer les personnages. Alors, je ne sais pas si cela répond à la question ou pas. En tout cas, Harry McCoy continue à m'intéresser, et heureusement, sinon, c'est même pas la peine de continuer. Il m'intéresse toujours. Alors c'est certainement aussi une façon d'explorer le bien et le mal, et surtout cette zone entre les deux, une zone grise, où le bien et le mal se mêlent, se complètent, parfois s'interchangent. Est-ce que c'était l'une des pistes que vous avez suivies pour cette trilogie commencée et bien entamée avec Harlem Shuffle et la règle du crime, la zone grise? I wanted to explore Ray Carney's psychology. When we see him cavorting with criminals and engaging in a little criminal activity, how bad is what he's doing compared to the bankers who are ripping off their customers, to the Wall Street and the Wall Street fat cats and real estate moguls who really control things in the city. So. If we condemn him for these tiny crimes and indiscretions, what punishment do we have for the real criminals and the real villains in the story? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment la psychologie de ce personnage, là, Ray Carney, qui, bon, c'est un petit délinquant. Hein. Parfois, il trempe un petit peu dans des combines à droite à gauche, mais bon, quel châtiment on peut lui réserver à lui? Et quel châtiment on devrait réserver pour les vrais gangsters, qui sont les banquiers, qui sont les gens qui contrôlent Wall Street, qui sont les manias de l'immobilier. Comment est-ce qu'eux, faudrait vraiment les punir? And I guess on the question of what has my main character taught me, I guess I learned I really love mid-century modern furniture. He sells furniture in the 1960s, and for research I would find furniture catalogs from that time and take language. And there's some really sort of hot and heavy descriptions in the book of these sleek sectionals and couches. So that was something I discovered, some naughty secret, I guess. S'il y a un truc qu'il m'a appris, c'est tout le vocabulaire du mobilier des années 50 et 60, parce que c'est ça qui vend. Et donc je me suis précipité sur les catalogues que j'ai pu trouver qui décrivaient ce mobilier auquel je connaissais vraiment pas grand-chose. Et donc j'ai importé, comme ça j'ai copié-collé du vocabulaire qui décrit ce mobilier de l'époque pour des canapés et autres. Alors peut-être plus que la frontière entre le bien et le mal, ou cette zone un peu intermédiaire entre les deux, ce que vous explorez dans Qui après nous vivrait, c'est peut-être plus ce grand malheur qui pend au nez de l'humanité et qui a probablement commencé. Dans quel état étiez-vous lorsque vous écriviez ce livre, Hervé Lecor? J'allais bien, j'avais une totale confiance en l'avenir et j'avais envie en fait d'écrire un roman contre-intuitif. Non, en fait, non, allez, soyons un peu sérieux, il est l'heure. Non, ce que j'ai voulu raconter dans ce bouquin, dire dans ce bouquin, c'est se mettre de condensé de toutes mes inquiétudes. Voilà, vous allez pouvoir partir avec un moral d'acier pour la soirée et le week-end. Non, c'est toutes mes inquiétudes et j'ai eu l'impression d'en avoir dit dans ce livre plus que dans tout ce que j'ai pu écrire auparavant. Raison pour laquelle j'ai mis un temps fou à me défaire de ce livre. Une fois l'avoir fini, une fois qu'il était publié, je n'arrivais pas à écrire autre chose. C'était vraiment compliqué. Bon, de toute façon, ça c'est mon affaire. Mais du coup, ouais, j'étais dans un état de... J'ai été à un moment donné, au moment du confinement, de la pandémie, bon, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là, dans un état de sidération, d'inquiétude, parce que comme tout le monde, je ne savais pas trop où on allait, je ne savais pas trop ce qui allait se produire. On avait de partout dans le monde des images assez paniquantes
de tombes creusées à la pelleteuse en Amérique du Sud, de semi-remorques réfrigérées dans les rues de New York, d'une Italie du Nord complètement ravagée par l'épidémie, sur une maladie dont on ne savait rien encore à l'époque, pas de vaccin, rien du tout. Et là, plus le confinement, plus l'état de sidération dans lequel ça m'a plongé, en tout cas à moi, les premières excursions dans les rues vides, ce silence, et là, du coup, l'impression d'être là dans une sorte de fiction qui nous tombait sur la gueule. Et à un moment donné, je me suis mis à écrire ce roman. J'étais en train de finir Traverser la nuit à ce moment-là. Et du coup, Traverser la nuit est ultra noir, parce que j'avais le moral tellement dans les chaussettes que du coup, tout est tombé dans le bouquin. Pardon, je le referai plus. Mais et immédiatement après avoir fini Traverser la nuit, je me suis mis à travailler sur ce bouquin. Je me dis, il faut que j'exploite, que j'arrive à dire des choses sur ce que j'ai ressenti, sur ce qu'on est peut-être quelques milliers à avoir ressenti. Du coup, une espèce de conjugaison de toutes nos, ou de toutes mes inquiétudes en tout cas, et ça a donné ce truc, voilà. Et après, en l'écrivant, bon, pour écrire, il faut être à peu près en forme, donc voilà, je ne vais pas vous faire mon bulletin de santé, mais disons que ça m'a aidé à mettre des mots sur une angoisse souterraine que je ressentais. Voilà. Il est temps d'entendre un extrait de La règle du crime de Colson Whitehead par nos amis des ateliers JLMB. Pepper l'ignorait. Mais Drake avait un point commun avec Izzy le peintre, un territoire strictement délimité. Izzy avait exercé entre la 96e et la 106e sur le bord oriental de Manhattan, l'avant-poste de milliers d'immigrants qui avaient leur langue et leur Dieu bien à eux. Lorsqu'il avait été arrêté, il se trouvait depuis 10 ans sur cette rive de l'océan, un temps suffisant pour étudier le monde hostile qui s'étendait au-delà de son domaine. L'Amérique les appelait, lui et d'autres, par-delà les mers, et puis elle les broyait. Pour survivre, il fallait jouer avec les failles du système et se montrer plus malin que lui. Vous me permettez d'assurer pour $3000 une veste qui en vaut 4, et tout cela uniquement sur ma bonne foi. Marché conclu. Que les nouveaux arrivants soient honnêtes ou non, qu'ils soient animés par la rationalité ou par l'espoir, ils étaient convaincus que s'ils tiraient leur épingle du jeu, leurs enfants n'auraient pas à faire les mêmes calculs désespérés qu'eux. Léon Drake, lui aussi, avait grandi dans l'adversité. Mais il n'avait jamais réellement vu l'intérêt de s'élever au sein de la société. Ses aspirations se concentraient sur la cendre. Il y avait des ambitieux dans l'appartement d'à côté, et sur le trottoir d'en face aussi. Harlem en était plein. Mais Léon n'en faisait pas partie. Le pyromane entretenait un lien surnaturel avec son territoire. Il le connaissait par cœur. C'était le creuset de sa personnalité. Toutes les devantures, les grilles qui résonnaient sous les pieds, les portes des sous-sols et leur distance par rapport à la rue. Les escaliers de secours, les échappatoires, les ruelles, les portes des sous-sols et les immeubles occupés, les maisons croulantes, la proximité des bornes d'incendie et des chaufferies. Il en connaissait la moindre lézarde, le moindre recoin. Et plus il le comprenait, plus il le haïssait. Il méprisait chaque centimètre carré de la 116e à la 125e, de Morningside jusqu'à Park Avenue, depuis le plus glauque des sous-sols jusqu'au sommet des antennes tordues qui piquaient le ciel.
Lorsqu'il arpentait ces rues, il superposait sur cette ville maudite sa ville à lui, parfaite, où la braise et la cendre grimpaient à des centaines de mètres dans le ciel, un endroit dépeuplé, merveilleusement mort et figé. Son aversion était telle que si ses employeurs avaient cessé de le payer du jour au lendemain, il aurait continué à travailler, à l'œil. Un immeuble ici, une maison là, une torture lente. Pour vous le dire autrement, Léon ne cherchait pas à devenir le président du conseil du quartier. Il bossait chez Cooper's Fish, sur la 125e. Aux heures du déjeuner et du dîner, la file d'attente s'étirait d'un bout à l'autre du pâté de maison. Tous les 5 ans, Pepper donnait une chance à leur sandwich au poisson. Et chaque fois, il était malade. À part lui, pourtant, personne ne s'en plaignait. Cooper's faisait aussi poissonnerie. Et son étal regorgeait de pagres, vivaneaux et de filets diverses sur une glace qui fondait peu à peu en une eau rosâtre et s'écoulait dans des seaux. Les jours d'hiver, la puanteur frisait l'hystérie, malgré la peine que se donnaient les 3 gigantesques ventilateurs. Léon Drake était préposé à la friteuse. Luisant de sueur, agité de tics, les yeux vitreux, il ne semblait guère attaché à contredire les stéréotypes négatifs portant sur les pyromanes. Alors, on a beaucoup parlé de noirceur, on n'a pas assez, à mon sens, parlé d'humour. Il y en a beaucoup dans ces 2 romans, Harlem Shuffle et La règle du crime. Quelle est la place pour vous de l'humour dans ce dispositif particulier, qui est celui du roman noir un peu étendu et surtout envisagé avec beaucoup de liberté vous concernant, Colson? Well, yeah, for me, I think all of us are going between tragedy and beauty over the course of a day, over the course of an hour. I think sometimes you can be on one street corner and walk to the next one and experience a whole range of emotions. So I try to capture that in my work. Sometimes there's room for humor, as in a crime novel, not so much in a novel about slavery, but when I can get a joke in, I'm very happy because it's an important part of our lives, the absurdity of life. Ben oui, en fait, je crois qu'on peut traverser beaucoup d'émotions différentes chaque heure, chaque jour. On passe de la tragédie à la beauté, on revient dans l'autre sens. On est à un coin de rue, on ressent quelque chose. On tourne le coin de la rue, on ressent tout à fait autre chose. Et c'est ça que j'essaye de saisir en fait dans mes livres. Effectivement, il y a des genres qui se prêtent davantage à l'humour que d'autres. Dans un polar, par exemple, c'est assez facile de mettre un peu d'humour. Dans un livre sur l'esclavage, nettement moins. Mais quand j'arrive à mettre au moins une blague ou 2 dans un livre qui traite de l'esclavage, je suis content parce que c'est quand même important. Alors on ne peut pas vraiment parler d'humour dans Qui après nous vivrait, donc ce n'est pas une question que je vais décliner vous concernant. En revanche, il y a une beauté un peu empoisonnée, un peu curieuse, mais je crois que ce qui nous maintient dans la fascination de ce livre, c'est le travail que vous avez accompli sur l'écriture, qui est un travail assez remarquable et qui, là aussi, fait exploser un peu les frontières des genres. Est-ce que pour vous, il était nécessaire que la langue porte une part du poids harassant de la terreur que vous nous faites ressentir? Oui, déjà d'une façon générale, je me dis toujours que tant qu'à écrire, autant essayer de le faire bien. Je trouve que c'est le minimum du contrat à satisfaire. Mais non, pour ce roman-là, de toute façon, il y a beaucoup de parties et de moments assez contemplatifs. Il y a beaucoup de moments où le désarroi ou les émotions des personnages les submergent. Et là, du coup, il me semblait évident que la langue devait prendre ça en compte, quoi, et ne pas s'en tenir à la stricte réalité des faits. J'avais envie, moi, ne serait-ce que pour assurer
mon équilibre mental par rapport à ce que je racontais, qu'il y ait au moins que j'essaye de situer mon écriture un peu au-dessus de l'espèce de réalité que j'envisageais. Et effectivement, il y a la nature beaucoup, puisque même s'il a été détruite, il y a encore des moments, des endroits qui sont préservés, et puis surtout que comme il n'y a plus d'êtres humains, évidemment, elle reprend ses droits. Et puis j'ai des personnages aussi, surtout, qui sont qui s'attardent, qui prennent le temps. Alors, et en plus du temps, ils en ont beaucoup. Qui prennent le temps de regarder, d'écouter, de ressentir. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai essayé, oui, de travailler par l'écriture. De toute façon, c'est pas forcément la même. J'ai toujours ce soin-là, quels que soient les livres que j'écris, même quand ils sont très très brutaux, très noirs, très machin. Mais là, c'était impossible de rester. J'arrive pas à m'exprimer, mais c'était difficile de rester dans ce bain de noirceur sans s'efforcer de surnager, de hausser la tête hors de l'eau et de trouver du coup une sorte d'oxygène par l'écriture, par une forme j'ose le mot, de poétique, voire même de poésie par moment, et faire en sorte que par moment le texte s'autonomise par rapport à ce qu'il est en train de raconter, qu'il y ait des passages qui ne servent à rien. C'est important, il me semble, que d'écrire des phrases, d'écrire des moments qui n'ont aucune utilité narrative dans le fil de l'action, mais qui simplement sont, voilà, c'est comme ça. Voilà, à un moment donné, on s'arrête, il y a un personnage qui s'arrête et qui commence à regarder les arbres, à écouter le vent. On s'en fout, ça ne sert à rien. Mais moi, en tout cas, égoïstement, ça me fait un plaisir fou à écrire, parce que du coup, je me mets à respirer un peu mieux en même temps que le personnage. Et peut-être que cette beauté commence dès la couverture du livre avec ce titre énigmatique qui après nous vivrait, qui en fait, nous le connaissons en partie, ce titre, puisqu'il est tiré, légèrement transformé, enfin en tout cas la conjugaison a été légèrement modifiée par vous. Dites-nous d'où il vient ce titre. C'est le début de la balade des pendus de François Villon. Donc ces frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura de vous, merci. Et donc j'ai simplement transformé le qui après nous vivait en qui après nous vivrait, puisque j'envisageais d'écrire une anticipation, un futur. Et puis j'ai supprimé le frères humains, d'abord parce que ça aurait été un peu long, et ensuite parce que frères humains, je m'en suis rappelé au moment où j'ai réfléchi au titre, c'est le début des Bienveillantes de Jonathan Little. Et frères humains, le roman de Jonathan Little commence par ce mot, par cette expression, parce que son narrateur dit « Attention, je suis un SS, un officier SS, mais frères humains, je suis votre frère, je suis un être humain. » Et c'est bien toute la puissance du roman, de ce roman-là, que de montrer que ce type-là est simplement un être humain et que les monstres, fussent-ils nazis, n'existent pas. C'était simplement des gens, j'allais dire presque ordinaires, si on les prenait comme ça. Mais donc le choix était vite fait, quoi. Et de garder simplement la subordonnée relative, là je parle comme un prof de français, ça m'intéressait parce qu'on met qui on veut en antécédent. Là, je parle de grammaire, en antécédent du fameux pronom, on met qui on veut, et puis ça permet de... Et puis il y a plein de gens qui se posent des questions autour de ce titre, c'est bien comme ça. D'écrire un bouquin qui pose des questions dès le titre, je trouve ça intéressant. Et pour finir, en fait, il y a quelque chose qui surgit dans ce 5e épisode de la vie de Harry McCoy.
et qui, à mon sens, donne une dimension bouleversante à ce livre, qui démarre sur les chapeaux de roue et qui, à un moment donné, prend une dimension supplémentaire, qui réside dans cette apparition. On le sentait un peu venir, mais peut-être pas à ce moment-là et certainement pas avec cette intensité. C'est le père. Le père de McCoy, qui va apparaître dans la condition qui est la sienne et dont on comprend qu'il a été un déterminant dans cette espèce de malaise dans lequel vit ce personnage. C'est quand même une sacrée surprise pour le lecteur. Je pense que ça rehausse encore un peu plus le livre qui était déjà extraordinaire. C'est ça le travail. Après 4 romans, on part sous un autre horizon. I think the father is mentioned in all the books, but it's kind of tangential. The detective Harry McCoy's father lives on the streets, and Harry, when he's driving about town, sees him sometimes, and depending on what kind of state he's in, his father either recognises him or he doesn't know who he is. And even though their relationship has been pretty horrendous, when the father doesn't recognise him, he gets very upset about it. It's a real, I think he's still seeking that approval that he never got, and the fact his father doesn't even know who he is a big thing. So that's one of the pleasures of having a long time to spool something out, because you kind of plant the seed in book 1 that his father was an alcoholic. Then in book 2 you discover he lives in the street. In book 3 you discover they have this. So it was nice to just kind of bring that home and make it a bit more poignant in a way, and sort of have a scene where his father doesn't even know who he is. Even though he gives him money in the street, he's no idea. So so that's a good thing about a long run up. Je crois que le père est mentionné dans tous les livres, même si parfois c'est un personnage un petit peu anecdotique. Le père de McCoy est SDF, et selon l'état dans lequel il se trouve, soit il reconnaît McCoy, soit pas. Et malgré le fait que leur relation est assez affreuse, quand le père ne le reconnaît pas, c'est vraiment un coup très très dur pour McCoy. Et en fait, c'est parce que quelque part, il cherche encore l'approbation de son père. Et c'est en fait le plaisir d'écrire sur une période aussi longue, avec autant de livres aussi, c'est qu'en fait, on peut planter le décor petit à petit. Par exemple, le premier livre, on apprend que le père est alcoolique, le deuxième, on apprend qu'il vit dans la rue, le troisième, etc. Et donc là, avec cette scène, c'est vrai qu'on passe à l'étape supérieure. C'est une scène où McCoy donne de l'argent à son père et son père ne le reconnaît toujours pas. Et donc, encore une fois, c'est bien comme ça d'avoir du temps pour mettre en place ces personnages-là. Et en fait, ça me donne l'occasion. Je ne voulais pas qu'on termine cette soirée sans parler de celui, ça ne vous aura pas échappé, qui est absent. C'est Victor Delarbol, qui n'a pas pu prendre son avion à cause d'un problème de santé soudain. Et je crois que... Alors, on a passé une soirée formidable, mais elle aurait été encore plus belle s'il avait été là. C'est un des très grands noms du roman noir européen. Et on avait prévu une lecture de son livre Le Fils du Père, qui a paru aux éditions Actes Sud. Et je vous propose d'entendre cette lecture pour terminer cette rencontre, parce que c'est une manière qui me semble intéressante pour lui signaler qu'on pense à lui. Voilà, Victor Delarbol, Le Fils du Père. Je vais pas te mentir. Tout ce que tu as entendu sur moi, et même tout ce que tu n'as pas entendu est vrai. J'ai enlevé Martin Pierce, je l'ai jeté dans le coffre de ma voiture et j'ai fait plus de 1000 km jusqu'à la grande maison. Là, je l'ai torturé pendant 3 jours et 3 nuits et le 11 novembre 2010, je l'ai tué de 2 balles dans la tête. Ensuite, j'ai appelé la police, je me suis assis et j'ai attendu. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est même pas la partie essentielle. La première chose que tu dois savoir sur moi, c'est que d'instinct, je me méfie des majuscules.
en particulier celle de la vérité. On accorde beaucoup d'importance à ce mot, mais tout le monde la manipule, comme les gamins manipulent un vase en cristal, sans comprendre ni sa fragilité, ni sa valeur. Comme la plupart des gens ne savent pas quoi en faire, ils prétendent qu'elle n'existe pas, sauf s'ils peuvent l'échanger contre une vérité plus arrangeante. Quant à ceux qui la brandissent, comme s'ils portaient la flamme sacrée, ils me dégoûtent. Ils se frappent la poitrine et affirment que dire la vérité est un acte de générosité. Moi, je trouve qu'offrir ce qu'on ne t'a pas demandé, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'égoïsme. Avant de tuer Martin Pierce, j'étais un professeur d'université qui venait de dépasser la quarantaine, un type terne, sans signe particulier. Ma vie aurait dû suivre son cours jusqu'à son terme évident, mais à un moment donné, les choses ont changé. Tout a commencé sans doute quand j'avais 12 ans. Mon grand-père, Simone, était rongé par le cancer, mais je ne le savais pas encore. Il m'a demandé d'aller faire un tour avec lui dans le parc de la Guinouette. Je me rappelle qu'il faisait froid et que les feuilles craquaient sous nos pieds. Il y avait un lac artificiel dans le parc et dans ces eaux sales flottaient des déchets, des sacs en plastique, des mégots. Il n'y avait pas beaucoup de promeneurs et je trouvais l'endroit plutôt triste. Mon grand-père avait l'air fatigué, appuyé sur la balustrade qui bordait l'étang. Il a poussé un profond soupir et a sorti de sa poche une bague sertie d'une pierre noire. Il a dit Le bonheur n'est jamais comme on l'imagine. et il a caressé la bague un long moment et je m'attendais à ce qu'il me révèle un grand secret. Mais il s'est contenté de la laisser tomber dans l'eau et de me regarder d'un regard apitoyé, comme s'il ne pouvait pas m'aider. Il a dit J'espère que tu ne vas pas gâcher ta vie comme l'ont fait tous les hommes de la famille. et il a caressé la bague et puis il a déclaré qu'on rentrait à la maison. On rentre à la maison. Ouais, voilà qui sera un bon début. Je pourrais aussi commencer mon histoire plus tôt, quand j'avais 10 ans, et que ma famille avait quitté la montagne pour s'installer rue de las Torres. Là, j'ai vu l'eau courante pour la première fois. Et mon père a étranglé mon chien de ses propres mains. Oh, je pourrais aussi choisir un décor plus sophistiqué. Remonter jusqu'à ma trentaine, à l'Opéra de Paris, l'été 98. Le soir où j'ai été émue aux larmes à l'acte 2 de Madame Butterfly, et où, en tournant la tête pour partager mon émotion, j'ai vu que la femme, dont je croyais être amoureux, dormait la bouche ouverte et qu'un énorme poil dépassait de son nez. Peu importe le début. Aucun d'eux n'expliquera pourquoi un type considéré comme plutôt bien loti décide d'enlever, de torturer et d'assassiner un jeune homme de 24 ans avec qui il semblait si bien s'entendre. Personne ne sait pourquoi je l'ai fait. Tous ces policiers, juges, avocats, journalistes, ils ressemblent à des lapins paralysés au milieu de la route par les phares d'une voiture. Ah, pour eux, il n'y a ni avant ni après. Ils ne voient que cette image terrifiante. L'assassin, le coupable. Assassin. Les mots sont des euphémismes qui offrent une image diffuse de ce que je suis. C'est pourquoi j'ai résolu d'utiliser les miens et de t'écrire. Parce que les questions viendront et que tu n'auras pas de réponse. Un très grand merci à Pirène Saint-Pic, Juliette Delien, Juliette Vaner, Basile Cattel et Emma Del Jésus. Venez sur scène, qu'on puisse vous applaudir encore. Vraiment super équipe, formidable lecture. Voilà.
Un très grand merci à Abigail McComish et à Guillaume Odin, comme le dieu. Et enfin, bien entendu, tous nos remerciements à Colson Whitehead qui signe La règle du crime chez Albin Michel dans la traduction de Charles Recourcé. À Hervé Lecor pour Qui après nous vivrait chez Rivage. Et à Alan Parks, Joli mois de mai, chez Rivage aussi, dans la traduction d'Olivier de Paris. Merci messieurs, bonne nuit. Nous nous séparons avant l'heure du crime.